Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation. Tout est marque, une émission proposée et animée par François-Xavier Goudemont. Éclairer la vision et inspirer les actions. Dans ce nouveau numéro de Tout est marque, c'est très simple. On va faire parler toutes les marques et surtout une marque dans le cadre d'ailleurs du salon qui va se tenir à Paris, salon du Made in France, autrement appelé MIF. Et dans ce cadre, j'ai invité derrière le micro une belle marque française de jeans qui n'est autre que Jeans 1083. Bonjour Thomas Hurier. Bonjour. Vous êtes le fondateur de la marque et le président de la marque. Absolument. Rentrons dans le vif du sujet, c'est la tradition. Quelle est l'origine de Jeans 1083 pardon. Alors 1083, c'est une distance, Oui. parce que 1083, c'est une marque de jeans qui parle de proximité. En fait, moi, je suis un ancien informaticien qui a ouvert une boutique de vêtements bioéquitables à Romans-sur-Isère en 2007, donc à la préhistoire de la mode éthique. J'ai voulu consacrer mon temps de travail à une activité professionnelle qui faisait sens. Donc j'ai commencé par ouvrir ce magasin. Au bout de 5-6 ans, ça a commencé à fonctionner. Mais mes fournisseurs ont fermé. Et donc, pour pas fermer mon propre magasin, j'ai décidé de le remplir de ma propre marque. Et ce qui me frustrait dans la mode éthique, c'est que plein de gens étaient en phase avec le fond. Au fond, personne est très intéressé par faire travailler les enfants ou polluer la planète. Donc tout le monde était assez aligné sur les valeurs. Par contre, en termes de style, le fait que la mode éthique à l'époque, donc il y a presque 20 ans, était très ethnique, un peu cool, Oui. ça servait pas le propos. Et j'étais un peu frustré parce que mes amis, mes cousins venaient au magasin et puis ils avaient envie d'acheter, mais il n'y avait pas de trucs qui portaient eux. Et je me suis dit finalement, nos vêtements, c'est notre propre image. Il est normal que chacun priorise finalement son image sur les valeurs, on va dire. Bien sûr. Et du coup, je me suis dit, il faut absolument mettre ces valeurs a priori universelles, puisque personne n'est pour le travail des enfants ou pour vraiment polluer, sur un produit dont les gens se sentent proches. Et c'est là où, un peu, pour caricaturer, j'ai quitté le poncho péruvien et je me suis intéressé aux jeans parce que tout le monde porte des jeans, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux. Le poncho péruvien pour le drapeau Made in France. Ouais, c'est ça. C'est ça le troc. Avec un jean qui est je parlais de proximité, c'est vraiment un produit que tout le monde porte. Qu'on soit un homme, une femme, un jeune, un vieux, un catholique, un musulman, un riche, un pauvre, de droite ou de gauche, on porte tous des jeans. Bien sûr. Ce jean, il est français pour les Français parce que le denim doit son nom à la ville de Nîmes. Il est américain pour les Américains parce que c'est le rêve américain. Il est asiatique pour les Asiatiques parce que c'est l'usine du monde. Chacun voit midi à sa porte et c'est ce qui m'a intéressé dans le médium jean pour mettre mes valeurs et les proposer à la consommation. Et le nom 1083 qui a sa propre histoire. Ouais, qui est dans cette logique de proximité aussi, faire les choses près des gens, donc le jean c'est proche des gens, et je constate comme tout le monde que le monde part un peu à volo, pour autant autour de soi on n'est pas entouré de gens aussi irresponsables que ne l'est le monde, et donc ça m'a beaucoup questionné cette dichotomie entre nos comportements collectifs et la valeur individuelle des gens. Bien sûr. Et j'ai compris en fait que le sujet n'était pas l'irresponsabilité des gens, mais notre irresponsabilité. C'est un mot qui n'existe pas tellement dans le dictionnaire, mais qui prend tout son sens quand on pense distance. Et en effet, quand on est loin des conséquences des choix qu'on fait au quotidien, ça nous désintéresse, en fait, on n'y prend pas garde. Oui. Alors que quand c'est prêt, ça nous engage. Ça ne nous viendrait pas l'idée de mettre des pesticides sur des tomates dans notre propre jardin pour les manger derrière. On va pas acheter des pesticides au magasin pour ça. Par contre, acheter des tomates aux pesticides tous les jours, on le fait tous en achetant des tomates pas bio. Et donc, mais ça, c'est parce qu'on voit pas le pesticide, il est loin de nous. Et donc, j'ai compris à travers cette expérience-là que finalement, pour nous faire des choix plus raisonnables et plus vertueux, il s'agissait simplement de raccourcir tout l'écosystème. Ça veut dire moins de distance en kilomètres, d'où les 1083 km, puisque c'est la plus grande distance possible en France métropolitaine, de Menton au sud-est jusqu'à Brest. Donc, notre promesse client, c'est que nos jeans sont tous tissés, coupé, cousu à moins de 1083 km de chez vous, où vous habitez dans l'Hexagone. Mais cette promesse de proximité, elle est aussi dans le modèle de distribution, puisqu'on est en circuit court. Oui. On vend en direct avec très peu d'intermédiaires. Elle est aussi dans le temps des effets que produise notre consommation locale, puisque du coup, c'est assez rapide de créer des emplois. Et enfin, elle est dans la proximité de compréhension, c'est-à-dire faire des choses simples, à la portée de tout le monde, pour que ce soit vraiment engageant et pas réservé à une élite soit financière, soit intellectuelle. Distance plus courte, conscience plus longue.
Ouais, parfait. On va dire ça comme ça. Chiffre d'affaires prévisionnel pour aujourd'hui ou chiffre d'affaires tout court d'une marque pour qu'on comprenne un petit peu les contours, le nombre de salariés, etc. Si on veut faire une petite fiche d'identité de la marque. Ouais, alors on a démarré en 2013 en financement participatif, on était 2, on faisait 200 000 € de chiffre d'affaires. Ouais. Aujourd'hui, on est 70, moitié de personnel en production, donc coupeur, confectionneur principalement, moitié distribution et puis siège social. On fait à peu près 8 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec un palier qu'on vit depuis 2 ans, pas du tout pour des problèmes de com, mais pour des problèmes de production. Parce que comme il n'y a plus de filière du jean en France et qu'il a fallu reprendre et développer des tissages, reprendre et développer des ateliers, et bien du coup c'est vraiment notre plafond de verre. Et du coup depuis 2 ans on a connu pas mal de défaillances chez des sous-traitants qui nous ont demandé d'intégrer beaucoup de métiers, qui nous a concentrés sur ces enjeux de production et pas sur le développement commercial. Donc pas tant d'ailleurs sur la matière première, c'est davantage sur les compétences finalement. Oui, c'est les compétences, c'est même, je dirais, la culture industrielle de notre pays oui. Oui, parce qu'on a vécu cette désindustrialisation, malheureusement. Voilà, et du coup, le sens qu'on donne à l'industrie dans notre pays est de moins en moins important, ce qui est compliqué quand on veut redévelopper des métiers industriels. Donc en termes de formation, de recrutement, de fidélisation du personnel de production, il y a un vrai enjeu à redonner la valeur de ces métiers-là à chacun. Ce sont des savoir-faire que les gens aiment profondément. Si vous faites vos propres vêtements, tout le monde va trouver ça génial. Si vous êtes un super cuisinier, que vous invitez vos amis, tout le repas va tourner autour de vos talents de cuisiner. Mais par contre, en tant que métier, ces mêmes savoir-faire sont dévalorisés. Et donc, charge à nous de les rendre plus jolis, plus désirables. Et c'est pour ça que vraiment on est focus sur la production, parce que ça nous a fait très mal depuis 2 ans avec des retards de production, des revendeurs qu'on n'a pas pu livrer, à cause de ces chutes de production qu'on a gommées depuis. Les formations, les filières de formation ne vous aident pas aujourd'hui, c'est ça ? Il y a aussi un manque crucial aussi de peut-être d'avoir ces fameux métiers qui se sont perdus dans le... Oui, alors il y a vraiment un enjeu de formation, mais former pour que finalement les gens ne trouvent pas de sens à ce métier-là, ça sert à rien. C'est la motivation qui va faire le reste ? Ouais, du coup c'est le sens que nous-mêmes on donne à nos métiers. Vous avez par exemple des choses assez frappantes. Le mot ouvrier, il est mal perçu. Alors qu'on dit meilleur ouvrier de France, c'est quand même, bien sûr. C'est quand même super. Bien sûr. Du coup, on a ça à revaloriser. Et à l'usine, vous avez pléthore de métiers qui sont tous qualifiés du même nom d'opérateur, alors que ça ne nous viendrait pas l'idée dans les bureaux d'appeler tout le monde employé, qu'il soit comptable, marketeur, etc. Et ça, on le fait à l'usine, et du coup, ça dégrade vraiment chaque savoir-faire, parce que du coup, tout le monde est anonymisé, et donc ça n'aide pas les gens à avoir leur propre impact dans la chaîne de production. Et c'est contre ça qu'on essaye de lutter, pour que ces métiers soient, reconnus à la mesure de l'émerveillement que les gens ont quand ils viennent visiter nos ateliers. Oui, c'est un vrai savoir-faire. La qualité d'un ouvrier qualifié aussi, aujourd'hui, elle doit être reconnue. Ça, je partage complètement ça. Je vais vous poser une question complètement candide, mon cher Thomas. Lancer une marque de vêtements, et qui plus est de jeans en France, est-ce que c'est facile ? Non, franchement, heureusement qu'on ne savait pas dans quoi on se lançait il y a 12 ans, parce que c'est plein d'embûches. On a connu 10 premières années de développement constant, parce qu'on a été porté par des vents porteurs, notamment au niveau médiatique, on était en avance de phase sur la relocalisation, sur le fait de ne pas faire les soldes, sur plein de sujets de fond qu'on a vraiment incarnés. Puis on a connu ces problèmes de production qui ont fait baisser le chiffre d'affaires, alors que la demande continue d'augmenter. Donc pas mal de sujets compliqués à gérer, que ce soit en magasin ou en atelier. Mais après, tous ces efforts, ils sont 1000 fois récompensés, 1083 fois récompensés par la passion en fait qu'on développe quand on reconstruit toute une filière en équipe. On apprend plein de métiers. On est devenu coupeur, on est devenu confectionneur, on est devenu designer, on est devenu commerçant, on est devenu e-commerçant, on est devenu photographe, on est devenu musicien, même parce qu'on a fait des clips de musique dans nos ateliers. Tout ça, c'est extrêmement riche. Et du coup, l'entrepreneuriat, on le sait quand on s'y engage, c'est les montagnes russes. Il y a des moments où ça monte fort et où on souffre, mais finalement, ce sont les moments où on se muscle le plus. Donc à la fin, on est toujours là, on est toujours plein de projets. Et du coup, même si on ne savait pas dans quoi on s'engageait, finalement, on est plutôt heureux du chemin.
D'où ce vieil adage d'entrepreneur, c'est dans l'effort qu'on devient plus fort. Hein, en général, ça se vérifie en tous les cas quand on a été à la tête ou qu'on est à la tête d'une entreprise. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne à la marque Jean 1083 pour expliquer à nos auditrices, à nos auditeurs, qui ne connaissent d'ailleurs peut-être pas encore la marque, et il faut absolument la découvrir. Quels sont vos modes de commercialisation aujourd'hui ? On a principalement 3 canaux de distribution. Le principal, je dirais aux 2/3, c'est le e-commerce, 1083.fr. Oui. Ensuite, on a sur les 33% restants, on va dire 23% de distribution propre dans nos 5 magasins, à Grenoble, Lyon, Nantes, Romans et Paris, rue de Turenne. Et ensuite, on a un 10% de revendeurs. C'est une centaine de boutiques qui nous distribuent en France et qu'on réalimente de plus en plus au fur et à mesure qu'on règle nos problèmes de production. Et ça, c'est un canal de distribution très précieux parce qu'il permet à nos clients de découvrir la marque et d'essayer les jeans. Avec des promesses comme sur le e-commerce par exemple, j'ai pu voir livraison offerte dès 100 € d'achat en point relais. C'est une belle promesse. Oui, c'est l'idée d'avoir le. Alors on a des promesses assez classiques comme celle-ci. Oui, mais on a des promesses un peu moins classiques. Par exemple, on fait jamais de solde, jamais de promo. Oui. Donc en fait, que vous achetiez votre jean pendant les soldes ou hors solde, c'est le même prix juste toute l'année. Tout simplement parce que si on voulait faire les soldes, il faudrait que le reste du temps, on augmente les prix de 6 à 10%, ce qui n'a pas de sens. Donc en fait, on est vraiment dans une logique commerciale propre. Pareil, les lancements de collection, on ne les fait pas sur les saisons commerciales de la mode, on les fait sur les saisons climatique. Donc la collection printemps-hiver, on la lance automne-hiver, pardon, on la lance en septembre, 21 septembre. La collection printemps-été, on la lance 21 mars. Pour vraiment faire comprendre à nos clients, faire vivre à nos clients que la logique des collections, elle fait sens d'un point de vue température, mais c'est pas pour autant, ça doit pas être pour autant un motif de surconsommation et de faire acheter pour acheter. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens achètent moins et mieux. Donc on ne va pas grandir en poussant les gens à consommer plus de jeans 1083. Par contre, on veut grandir en poussant un maximum de gens à acheter moins de jeans. C'est-à-dire plus on aura de clients qui parlent de nous, plus on grandira. On cherche pas à vendre 3 jeans à un client, on cherche à faire en sorte qu'ils comprennent suffisamment, qu'ils soient tellement engagés qu'il a envie d'en parler à 3 personnes qui achètent eux-mêmes un seul jean. Oui, et d'ailleurs j'enchaîne, je partage en fait aussi l'ambition que j'ai pu voir aussi sur la marque, où on voit d'ailleurs, et là je dirais que ça apparaît dans votre discours, le côté durable de la marque, Made in France certes, mais 1083, quand on regarde la marque, quand on va sur son site internet, quand on s'intéresse à cette marque, quand on regarde les produits, il y a vraiment en toile de fond systématiquement ce côté durable. C'est assez remarquable parce que très peu de marques, dans la finalité, ou en tous les cas dans le temps, n'ont pas et n'assument pas cette promesse aussi forte. Ah oui, nous c'est vraiment on a une mission dans l'entreprise qui est d'amener chacun un produit à consommer dans l'économie circulaire. Véritable mission éthique. Ah oui, absolument. Donc tout est en coton bio ou recyclé. On va très loin dans l'économie circulaire puisqu'on récupère les jeans en fin de vie pour les effilocher et refaire du coton avec. Tous nos jeans ont aussi une poche réparable, donc c'est-à-dire qu'on peut très facilement réparer son jean plutôt que de le mettre à la poubelle. Enfin, il y a plein de trucs qui font qu'on cherche à ce que nos jeans durent le plus longtemps possible. Et si ces idées-là, vous en bénéficiez aujourd'hui, mais est-ce que certains de vos concurrents viennent vous les voler, entre guillemets ? Ouais, c'est le but. Ouais. Quand en 2013, on annonçait qu'on faisait pas les soldes, je crois qu'il y avait personne d'autre autour de nous qui faisait cette annonce. Pour autant, aujourd'hui, même si ça reste très minoritaire malheureusement, plein de marques ont compris le sens, surtout en Made in France, d'avoir une relation de confiance et de justesse avec ses clients. Et donc le yo-yo des soldes, pour qui ça fait pas de sens. 66% d'empreinte carbone en moins par rapport à un jean conventionnel. C'est aussi ce que j'ai pu noter dans le côté éthique. Comment on arrive justement à avancer ce chiffre ? En faisant des calculs et des analyses d'impact, un jean lambda coûte à peu près 32 kg équivalent carbone. Un jean 1083, parce qu'il est tissé, teint, coupé, cousu en France, consomme moins d'eau, demande moins d'énergie. Notre énergie en plus est relativement décarbonée. Donc on divise par 2 l'impact carbone. À quantité égale de jeans. Comme nous, en plus, on veut faire réduire la consommation de jeans en quantité pour augmenter la consommation de jeans en qualité, et bien du coup, l'impact est encore plus fort. Et on a même calculé que si on affectait l'ensemble des tonnes de carbone que fait économiser notre activité à la planète, qu'on les affectait par
salarié de l'entreprise, on rend créditeur l'impact carbone de chaque collaborateur. Incroyable. Tellement en fait on économise de carbone. Donc ça va très vite les économies carbone quand on a une démarche locale et engagée. C'est assez épatant. Moi, je reviens sur une logique purement mercantile, parce qu'il faut aussi passer par là. On parlait tout à l'heure par exemple, de chiffre d'affaires. Toujours dans la compréhension de ce que vous faites, de la marque 1083, de ces jeans, on a bien compris l'impact éthique que vous souhaitez véritablement mettre en avant. Mais quel est le prix moyen par jean, justement, parce que tout ça a un prix finalement, à la fois pour vous et pour le consommateur. Absolument, on est entre 99 et 149 euros. On essaye vraiment d'être au même prix que les jeans de marque. Et on a vu que c'était possible en 2012 quand on s'est lancé. Quand on a comparé le prix des jeans de marque à des prix de jeans de fast fashion. À l'époque, les Levi's y valaient entre 100 et 150 euros, un peu comme aujourd'hui. Et les jeans de fast fashion, H&M, Zara, c'était autour de 30-40 euros. Donc on s'est dit, il doit y avoir une vraie différence entre ces deux jeans, parce qu'ils ont vraiment un prix très différent. Et quand on a quitté l'étiquette de prix et qu'on est allé voir l'étiquette de fabrication, on s'est aperçu que ces jeans-là étaient composés des mêmes matières premières, coton, polyester, et fabriqués dans les mêmes pays, Bangladesh, Turquie, Pakistan. Et donc en fait, ça voulait dire que ces deux jeans avec des marques très différentes étaient en fait les mêmes, produits dans les mêmes conditions, et que ce qui faisait la différence, c'était le modèle de distribution. Et du coup, on s'est dit, si on adopte sur le marché des jeans de marque le modèle de distribution plus court des jeans de fast fashion, alors on aura beaucoup plus d'argent pour la production, et on a regardé ce qui se passait si on affectait tout cet argent au Made in France. Et c'est là où on a vu, en 2012-2013, que tout était relocalisable avec un mode de distribution plus simple et plus court. Et d'ailleurs, le fait justement de fabriquer en France, donc on a compris la logique fourchette de prix, entre 90 et 149 euros. La marge moyenne, baisse-t-elle justement ? Parce qu'on parle toujours de l'impact aussi du fabriqué en France, on parle de beaucoup de Made in France, on parle aussi des taxes, parce qu'on est dans un pays à taxes notamment. Est-ce que ça amène à une marge vraiment réduite par rapport même à d'autres marques où on sait que certains, alors je ne parle pas de fast fashion, mais par rapport à des chiffres que j'ai pu trouver, où on est à, pour certains, 65 voire 70% de marge, vous êtes quoi, autour de 50 ? Nous, on est autour de 50%, ce qui est à peu près semblable à la fast fashion, puisque la fast fashion achète pas cher pour vendre pas cher, donc du coup, ils vendent avec le plus court circuit de distribution possible, contrairement aux grandes marques qui ont besoin de beaucoup plus de marge pour amener dans leurs produits toute une dimension émotionnelle forte avec la communication, les influenceurs, les personnalités qu'ils payent et qui coûtent très cher. Donc ce marketing, nous, on ne l'achète pas. On essaye de l'être nous-mêmes en quelque sorte, oui, par la transparence, par le financement participatif, par le fait, et je fais un petit clin d'œil à votre podcast qui s'appelle Tout est marque, que nous on dit souvent tout est politique et tout est communication. C'est-à-dire que si vous venez chez 1083 parce que nos ateliers sont ouverts au public et que du coup vous trouvez chez 1083 cette marque dont vous avez entendu qu'elle était éthique, la même poubelle Ikea que vous avez chez vous, et bien cette poubelle qui fait une partie du monde dans lequel on vit, c'est-à-dire que ça produit des usines qui sont au bout du monde, de la surconsommation, etc. Et bien ça va être un médium qui va vous éloigner quelque part de la marque, parce que vous allez vous dire, ils sont bien gentils, mais ils disent d'acheter français, puis ils achètent des poubelles Ikea. Donc non, même les poubelles chez 1083 sont made in France, parce qu'en fait, si on néglige ce sujet-là, et bien en fait, on va créer de la dissonance, alors qu'en faisant l'effort de s'intéresser pour tout ce qu'on peut à acheter local, alors cette poubelle va être le média qui va dire, oui, là aussi, on essaie d'être cohérent. Et donc, cette poubelle, elle produit un monde plus local. Donc, elle est politique en ce sens-là. Et elle est communication, puisque du coup, elle vient réassurer le visiteur de nos ateliers qui voit que notre savoir-faire, on essaye de le soutenir chez nos confrères industriels français, qu'ils soient fabricants de jeans ou de poubelles. Durable, éthique, jusqu'au bout des ongles. Tout à l'heure, on parlait de prix. Quels sont justement les clients que vous arrivez à convaincre ? Est-ce qu'on est sur une population urbaine, masculine, féminine, Gen Z ? Qui sont vos clients ? Alors c'était très facile à dire au début, puisqu'on avait des clients qui étaient extrêmement engagés sur le bio et sur le Made in France. Et puis là, avec capacité à développer plus de coupes, des modèles beaucoup plus stylés, beaucoup plus à la portée de plein de morphologies, et en fait ça a beaucoup ouvert notre clientèle, et c'est très bien. Il y a des jeunes, il y a des très jeunes, il y a des plus âgés, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des agriculteurs, il y a des financiers. Et en fait, cette capacité qu'a le jean
à se mettre à la portée des gens. On le vit de plus en plus au fur et à mesure que notre offre s'élargit. Et vous êtes, tout à l'heure, on parlait de distribution, vous avez vos boutiques, le e-commerce. Est-ce que vous êtes aussi chez d'autres distributeurs, je vais dire multimarques? Oui, des multimarques, des jeaneries, Oui. des magasins spécialisés dans le Made in France, Mhm. des magasins aussi de centre-ville qui sont en voie de disparition, mais qui sont des multimarques locaux. Oui. C'est important pour nous aussi d'irriguer par notre offre des commerces qui font la diversité de nos villes, Bien sûr. alors que la tendance générale, c'est plutôt aller à l'uniformité et des franchises qui se développent un peu partout en France et dans le monde. Bien sûr. Donc cette diversité-là, on essaie de la cultiver avec nos choix de distribution. Bien sûr. Aujourd'hui, vos clients, alors tout à l'heure, on parlait justement de fast fashion, on parlait de grandes marques, on a cité Levi's, ça peut être Guess, Day, par exemple, qui est très, très, très hype, très tendance aussi comme marque. Est-ce que, dans la finalité, vos clients font la différence entre toutes ces marques? Oh oui, oui. Elles apportent pas le même. Elles ne chargent pas le consommateur des mêmes ondes en quelque sorte. Et la force d'une marque, c'est d'élargir, c'est de charger le consommateur de ce qu'il passionne, de ce qui le touche. Et bien sûr que chaque marque a son impact, son récit. Nous, le nôtre, il est sur la proximité, il est sur le fait de se sentir bien dans son jean, autant émotionnellement que en termes de style. Mhm. Et au fur et à mesure que le Made in France grandit et que nos capacités de production augmentent, eh bien on essaie de faire se développer la marque. Alors, comme vous allez voir, Et maintenant, c'est la question qui fâche. comme dans toute émission, toutes les marques, j'ai une petite question qui fâche, mais qui est toujours sympathique. Vous allez le voir, elle est pas méchante et en même temps, elle est plutôt taquine. Puisque la question qui fâche, cette fois-ci, c'est en parlant des autres marques et de la concurrence, je me suis donc amusé à faire une recherche sur les 10 ou 15 marques de jeans à connaître. Simple requête, notamment sur un moteur qui s'appelle Google. Et là, surprise, je ne vous trouve pas. Qu'est-ce qui se passe? Avez-vous un problème de notoriété? Est-ce que les journalistes ne vous aiment pas? Est-ce que les magazines tendance vous snobent? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Quand on a une telle marque, avec cette éthique que vous avez racontée, mais en plus avec la qualité du jean. Moi, j'ai eu entre les mains justement la qualité de vos produits. Sensationnel. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on manque de production. En fait, on est gavé de communication. On a énormément de relais presse. Notre marque, elle est relativement en avance de phase, plus il y a 10 ans qu'aujourd'hui. Mais quand même, dans les fleurons du Made in France, on est on est souvent deux marques à être citées. Le style français 1083. Eh oui. Donc on est gavé de communication. Le problème de fond que l'on a, c'est que nous, on est limité par nos capacités de production. Et si on peut doubler le budget com d'un claquement de doigts lorsqu'on est rentable, doubler la production, ça se fait pas d'un claquement de doigts. Bien Ça sûr. prend des mois, voire des années. Parfois même, comme ça nous est arrivé il y a 2 ans, nos capacités de prod reculent, ce qui fait que nos délais augmentent, notre distribution dans nos magasins chez nos revendeurs stagne, voire recule. Tout ça, c'est qu'on est connecté à l'industrie, puisque c'est notre volonté de relocaliser. Et du coup, on est en train de régler le problème de prod, donc du coup, on va pouvoir être à nouveau plus ambitieux sur la partie communication. Mais jusque-là, c'est vrai qu'on a plutôt été discret au-delà des communications qu'on avait dans la presse. Ça veut dire que là, c'est l'enjeu 2026-2027. Ça y est, vous allez pouvoir rattacher un certain nombre de wagons au train, comme dirait l'autre. C'est vraiment l'objectif. Ouais. Puis on en a besoin parce que quand vous connaissez 10 ans de croissance, vous pensez que votre boîte elle est super, vous êtes super performant. Et en fait, avec le recul, c'est pas qu'on était performant, c'est qu'il y avait beaucoup de vent pour nous. Et ça nous a en quelque sorte facilité la tâche. Mais ça ne nous a pas appris l'effort, ça ne nous a pas appris la précision, ça ne nous a pas appris la performance. Et quand la situation s'est Je vous trouve modeste parce que je vous trouve extrêmement exigeant et je vous trouve modeste sur le sujet. Il faut être exigeant parce que la vie et l'entrepreneuriat là, et surtout quand vous avez 5 ou 6 métiers de front, parce que vous êtes tisserand, parce que vous êtes confectionneur, que vous êtes e-commerçant et commerçant, votre quotidien est rempli d'erreurs que l'on fait. Et ces erreurs, elles sont masquées par le vent quand il souffle pour vous. Même si votre bateau n'est pas très bien réglé, vous avancez. Et puis quand les vents sont un peu contraires, c'est là où il faut être bon sur le bateau. Et c'est là où on s'est aperçu qu'on avait plein d'écueils. Lorsque des fournisseurs ont fermé, on n'avait pas suffisamment de connaissances sur leur métier pour reprendre la main. Ça nous a fait comprendre qu'il fallait qu'on passe plus de temps sur le pont pour apprendre à bien régler notre bateau. C'est ce qui s'est passé ces 2 dernières années. Et donc oui, à partir de 2025-2026, tout est normalement au point
pour être capable de saisir le bon vent. En parlant justement d'enjeux futurs, à l'avenir, on peut imaginer aussi une marque comme 1083 faire ce qu'on appellerait des co-branding ou en tous les cas des partenariats, parce que j'ai vu que vous faisiez d'ailleurs déjà un partenariat avec Max Vincent, c'est ça, les chaussures. Oui. Est-ce que vous allez apporter justement de nouveaux produits, ce qu'on appellerait plutôt dans le jargon du marketing et du merchandising de la largeur et de la profondeur? Oui, on en a beaucoup fait avec d'autres marques. Oui. Je pense à Saint-James, je pense à Max Vincent pour les sandales. Mais Avec là, Luc Le Sénécal de chez Saint-James. Absolument. Ouais. Mais là, on a compris qu'en fait, le sujet de la réindustrialisation, qui est notre nécessité, si on veut vendre plus, il faut produire plus, il était vraiment capé par cette culture industrielle qui se perdait en France. Et du coup, on s'est dit que finalement, si on veut se donner de l'air à long terme, il faut qu'on travaille ce sujet du renouveau de la culture industrielle en France. Et donc, il faut qu'on associe culture et industrie. Et depuis donc 2 ans, on travaille des partenariats avec des artistes. Je pense, en ce moment, là, vous pouvez voir sur nos réseaux sociaux Yann Antonio, qui est un danseur qui fait des choses extraordinaires avec des orchestres symphoniques, que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux. Je pense aussi à Ibrahim Malouf, le trompettiste, qu'on a l'honneur d'habiller sur sa tournée Thomas, et qui est donc en Jean 1083 et sa trompette Made in France, Thomas, sur tous ses concerts. Tout ça fait que ça élargit notre communauté. C'est des mondes que l'on ne connaît pas et qui sont assez merveilleux aussi à découvrir. Oui, l'entertainment reste aujourd'hui une très très grande passerelle, effectivement, pour bon nombre de marques. On le voit dans le luxe. Toutes les marques de luxe se sont engouffrées avec la K-pop coréenne, par exemple. C'est pas par hasard. Absolument. Ouais. Nous, la chance qu'on a, c'est que comme on n'a pas les moyens de payer des influenceurs ou des personnalités, c'est vraiment grâce à des rencontres entre eux et nous, lorsque ça fait sens pour eux de porter du Made in France ou de développer des filières écologiques ou d'économie circulaire locale, et bien en fait, finalement, nos chemins se rejoignent. Et c'est là où on fait des communs qui sont très forts et très puissants, comme avec Ibrahim Malouf. Les plus anciens reconnaîtront, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Absolument. C'est un vieil adage quand même qui date pas d'hier. Mais d'ailleurs, on parlait de Saint-James tout à l'heure. Saint-James qui avait fait un partenariat, je me rappelle de ça, avec Orelsan. Ouais, exactement. Je crois qu'ils avaient même fait lancer une marque commune ensemble. Ouais, tout à fait. Effectivement, il faut avoir des idées. On est là pour avancer, pour progresser. Cher Thomas, on arrive déjà à la fin de cette émission. J'ai quand même une dernière question qui m'a interpellé et que je trouve assez originale en soi en termes de positionnement. J'ai noté que vous avez réalisé un jean pour des personnes à mobilité réduite. Étonnant, parce que je ne crois pas l'avoir déjà vu chez d'autres marques. Comment avez-vous eu cette idée? Et puis, est-ce que vous avez d'ailleurs d'autres projets dans ce domaine? En fait, le jean, c'est, comme je le disais, un produit que tout le monde porte, un vêtement que tout le monde porte, et qu'on veut mettre à la portée de tout le monde. Donc, on a fait des jeans qui sont en effet de niche sur des usages bien particuliers. Ça peut être parfois des vêtements de travail, ça peut être parfois, comme on l'a fait en mai dernier, des vêtements de grossesse, des jeans de grossesse, qu'on adapte, que le ventre s'arrondit. C'est stretché, non? Oui, il y a un bandeau sur le ventre, okay. Et qu'on adapte aussi en termes de modèle de distribution, puisque vendre un jean de grossesse aussi technique que celui-ci, presque 150 €, c'est beaucoup trop cher pour un usage de quelques mois. Donc en fait, on a fait un système de caution dégressive au mois le mois, ce qui fait que ça revient à un usage de 10 € par mois, que vous l'utilisez 3 mois, 4 mois, 5 mois ou 6 mois. Et du coup, ça devient compétitif par rapport à des jeans de fast fashion, juste par le modèle de vente. Et derrière, repris en seconde main. Et derrière, repris en seconde main et revendu et reloué en quelque sorte à une nouvelle consommatrice. Bravo. Et sur les personnes à mobilité réduite, c'est pareil. Ils ont un usage dans des fonctions particulières. Si vous essayez de mettre vos jeans dans vos poches lorsque vous êtes assis, vous apercevez que vous ne pouvez pas mettre les jeans dans les poches. Donc en fait, quelqu'un qui est en fauteuil, il a besoin de poches adaptées à sa posture. Et donc pour nous, naturellement, si on dit que le jean, c'est le vêtement que tout le monde porte, alors on doit mettre le jean à la portée de tout le monde. Merci beaucoup Thomas Hurier. Je rappelle la marque Jean 1083, son site internet, site e-commerce, il faut absolument regarder tous les modèles, 1083.fr. On vous retrouve, comme vous l'avez dit aussi, dans différentes boutiques, dont celle de la rue de Turenne à Paris. C'est donc la fin de cette émission. Avant tout, je souhaite aussi remercier les auditeurs et les auditrices d'être de plus en plus nombreux sur les plateformes Spotify, Deezer, YouTube, PodCloud. Et puis bien sûr, si vous avez aimé cet épisode, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit like, à partager sur les réseaux sociaux et à mettre un commentaire. Et moi, je vous dis à très vite.
C'était Toutes et marques, disponible sur les plateformes podcast Spotify, Deezer et Apple Podcasts. C'était Toutes et marques avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation.